Accepter un mariage secret a changé ma vie pour toujours. À 53 ans, je croyais connaître toutes les facettes de l'amour. Je croyais avoir appris à déchiffrer les signes, à lire entre les lignes, à protéger mon cœur des tempêtes que j'avais traversées pendant 3 décennies de relations. Mais lorsque Ricardo m'a demandé en mariage ce dimanche après-midi, murmurant doucement que ce serait juste un moment, sans chichi, sans famille, quelque chose en moi a tremblé. Ce n'était pas de la joie, c'était de la peur. La peur de ce sentiment familier que je connaissais trop bien, celui d'être caché. Combien de fois avais-je été cette femme qui ne se présente pas, qui reste dans l'ombre, qui n'existe que lorsque cela l'arrange? En tant que femme noire à la peau foncée, j'ai appris très tôt que certains espaces nous rejettent avant même qu'on essaie d'y entrer. J'ai appris que certaines familles chuchotent à notre arrivée, que certains cercles sociaux créent des barrières invisibles mais impénétrables. Mais venant de l'homme qui prétendait m'aimer il y a 2 ans, ces mots résonnaient comme un douloureux écho du passé. Ricardo me tenait la main avec une tendresse sincère, les yeux brillants d'une émotion sincère. Il parlait d'intimité, de moments privilégiés qui se passent de public, de la façon dont le véritable amour se passe d'ostentation et de l'approbation des autres. Il évoquait des couples célèbres qui se mariaient en privé, et des films romantiques où le secret rendait tout plus intense. Ces mots étaient doux comme du miel, mais alors pourquoi avais-je un goût amer? Pendant 3 longues semaines, j'ai porté cette demande en mariage comme une pierre dans ma poitrine. Il insistait sur le fait que c'était romantique, exclusif, spécial, comme si nous étions en train de créer notre propre histoire d'amour. J'essayais d'y croire, de ressentir la magie qu'il décrivait, mais une voix persistante me murmurait. Serait-ce juste une autre façon élégante de me rendre invisible? Les gens choisissent-ils vraiment le secret par pur amour, ou y a-t-il quelque chose de bien plus sombre derrière cette décision apparemment romantique? La réponse que j'ai découverte 3 mois plus tard m'a complètement brisée, puis m'a libérée d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Ce dimanche était gravé dans ma mémoire comme une photo fanée. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les rideaux du salon, le café refroidissait sur la table, et Ricardo parlait de notre avenir avec une excitation qui contrastait avec le vide que je ressentais grandir en moi. Il avait conçu avec des mots une cérémonie intime, juste tous les deux et quelques témoins neutres, à l'abri des regards indiscrets et des jugements des autres. Cela semblait trop parfait pour être vrai. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer d'autres détails qui étaient passés inaperçus jusque-là. Comment il changeait de sujet quand je mentionnais me présenter à ses amis. Comment il choisissait toujours des restaurants dans des quartiers éloignés pour nos sorties. Comment ses réseaux sociaux restaient totalement vides de toute trace de mon existence, alors que les miens étaient remplis de moments passés ensemble. J'ai commencé à remarquer la réaction de certaines personnes autour de nous lorsque nous nous retrouvions ensemble. Des regards rapides mais pénétrants, des sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux, des conversations qui s'éteignaient à mon approche. C'était comme vivre dans une bulle invisible, où je pouvais tout voir sans jamais vraiment y appartenir. Combien de femmes ont vécu cela? Combien ont éprouvé cette étrange sensation d'être aimées dans l'ombre et rejetées dans la lumière? C'est effrayant de voir comment nous parvenons à normaliser des situations qui devraient nous alerter. Comment nous transformons des signaux d'alarme en romantisme mal interprété. C'est peut-être pour cela que tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation de relations qui promettent l'amour mais n'en offrent que des fragments. Parce que nous reconnaissons dans les histoires des autres les échos de nos propres expériences. Durant ces 3 semaines de réflexion, une question me trottait dans la tête. Qu'est-ce qui poussait Ricardo à vouloir garder notre union secrète? La réponse allait arriver d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Un coup de fil qui allait tout changer. La communication a eu lieu un jeudi pluvieux, alors que je préparais le dîner que Ricardo ne partagerait pas une fois de plus. La voix à l'autre bout du fil était féminine, hésitante et emplie d'une tristesse que j'ai immédiatement reconnue, car j'avais déjà ressenti cette même boule dans la gorge. Elle s'est présentée comme Marina, a dit qu'elle avait un besoin urgent de me parler de Ricardo et a demandé à me retrouver au café au coin de chez moi plus tard dans l'après-midi. Mon cœur est tombé comme une pierre dans un puits. Il y a un moment terrifiant dans la vie de toute femme où l'on sait qu'on est sur le point de découvrir quelque chose qu'on aurait préféré ne jamais savoir. C'est comme se tenir au bord d'un précipice émotionnel, sachant que la prochaine étape changera tout à jamais, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que l'innocence sera perdue à jamais. Mais on ne peut pas reculer. On ne peut pas faire comme si la connexion n'avait jamais eu lieu, que cette voie brisée n'existe pas, que la vérité peut être ignorée indéfiniment comme un problème qui disparaît si on ferme les yeux. Je suis arrivé au café 15 minutes avant l'heure prévue, les mains légèrement tremblantes. L'endroit était presque vide, seules quelques personnes étaient concentrées sur leurs ordinateurs portables et discutaient à voix basse.
Chaque seconde qui passait me semblait une éternité angoissante. Quand Marina est enfin entrée, j'ai immédiatement su qui elle était, même si je ne l'avais jamais vue de ma vie. Il y avait quelque chose dans ses gestes prudents, dans ses regards nerveux autour d'elle, qui reflétait exactement ce que je ressentais depuis des mois. Ce sentiment persistant de ne pas être à ma place, de ne pas pleinement appartenir à la vie de la personne que j'aimais. Elle s'assit en face de moi avec une extrême prudence, comme quelqu'un portant un secret trop lourd à porter seul. Marina était une femme blanche, blonde et élégante, le genre de femme qui s'intégrait parfaitement aux cercles sociaux raffinés où je m'étais toujours sentie comme une intruse déplacée. Pendant quelques secondes interminables, nous nous sommes simplement observés en silence, deux femmes apparemment différentes, unies par le même homme et la même douleur toujours indicible. Puis elle parla. Et chaque mot qui sortait de sa bouche était comme une lame tranchante qui brisait les illusions soigneusement construites que je m'étais créées sur ma relation avec Ricardo. Ce que Marina m'a dit durant ces premières minutes a complètement changé ma perception des 2 dernières années de ma vie. Ce n'était pas une maîtresse découverte par hasard. C'était sa femme. Son épouse légale, officielle, qui vivait dans la même ville que moi, fréquentait les mêmes endroits que moi et m'avait probablement vu de nombreuses fois sans que je sache qui elle était vraiment. Ricardo était marié depuis 8 ans. Les mots jaillissaient de la bouche de Marina comme des confessions douloureuses, chacun réécrivant mon histoire personnelle. Elle racontait comment elle avait découvert mon existence grâce à des messages sur son portable, les mensonges élaborés qu'il proférait pour justifier ses absences, comment il s'était construit une double vie si convaincante que ni elle ni moi ne soupçonnions la vérité. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce n'était pas la trahison en elle-même. C'était de réaliser que Ricardo avait employé exactement les mêmes mots avec moi qu'avec elle. Les mêmes promesses d'avenir commun, les mêmes disputes sur des relations qui n'ont pas besoin de validation extérieure, la même rhétorique sur le véritable amour qui se passe de formalités sociales. Marina m'a montré des photos sur son téléphone. Des photos d'un mariage élégant, avec des dizaines d'invités souriants, des membres de la famille fiers de poser, une fête qui a duré jusqu'au petit matin. En regardant ces images, une amère constatation m'est venue. Ricardo savait exactement comment organiser des cérémonies publiques quand il le voulait. Il n'a jamais privilégié l'intimité. Il s'agissait toujours de savoir qui méritait d'être présenté au monde et qui devait rester caché. À cet instant, assis dans ce simple café, regardant une femme qui aurait dû être ma rivale, mais qui était devenue mon allié dans la souffrance, j'ai compris quelque chose de fondamental à propos des relations secrètes. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement, laissant un signal silencieux indiquant que le message les a touchés, car ils reconnaissent dans nos histoires quelque chose qu'ils ont vécu ou redouté de vivre. Le secret ne protège jamais l'amour. Le secret protège toujours ceux qui ont quelque chose à cacher. Et ce que Ricardo cachait était bien plus qu'une double vie. Au cours des 2 heures qui ont suivi, dans ce café, Marina et moi avons reconstitué un puzzle dont nous n'avions aucune idée. Chaque pièce qu'elle nous a présentée correspondait parfaitement à des fragments de ma propre expérience, créant un tableau complet et dévastateur de la manipulation que nous avions subie. Ricardo ne menait pas seulement 2 vies parallèles. Il avait créé 2 versions de lui-même, soigneusement adaptées à ce que chacun de nous représentait dans sa vie. Avec Marina, il était le mari traditionnel, un habitué des clubs sociaux et un membre respecté du monde des affaires locales. Avec moi, il était l'homme moderne et sensible qui remettait en question les conventions sociales et recherchait des relations plus profondes et plus authentiques. Le génie cruel de son plan résidait dans les détails. Les voyages d'affaires qu'il concoctait coïncidaient précisément avec les week-ends qu'il passait avec moi. Les obligations familiales qui m'empêchaient de l'accompagner étaient en réalité des moments conviviaux avec Marina. Même les cadeaux qu'il m'offrait toujours sans carte, toujours dans un emballage banal, prenaient désormais tout leur sens. Mais il y avait quelque chose de plus profond dans cette stratégie, quelque chose qui me blessait plus profondément que la trahison elle-même. Ricardo avait consciemment choisi de garder notre relation secrète, non seulement pour protéger son mariage, mais aussi parce qu'il savait qu'une femme noire comme moi ne serait jamais acceptée dans les cercles sociaux qu'il fréquentait avec Marina. Cette demande en mariage secrète n'avait rien de romantique. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour me garder dans sa vie sans avoir à affronter le malaise de me présenter comme son égale. Marina remarqua mon expression et me prit la main par-dessus la table. Dans ce simple geste, 2 femmes blessées reconnurent la même douleur, mais aussi la même force. Car Ricardo ignorait quelque chose de nous. Nous savions tous les 2 comment nous venger de quiconque jouait avec nos sentiments. Et le plan que nous avions commencé à élaborer cet après-midi-là serait bien plus dévastateur qu'il n'aurait pu l'imaginer. À chaque nouvel indice, je sentais le sol se dérober sous mes pieds comme du sable traître.
Le mot n'était plus seulement un symbole de doute, mais la clé d'un labyrinthe où chaque couloir révélait plus d'ombre que de lumière. Et pourtant, il y avait des moments où l'espoir s'insinuait, discrètement, tel un timide rayon de soleil persistant à percer une vitre poussiéreuse. Je m'accrochais à ces lueurs, ne serait-ce que quelques secondes, comme quelqu'un qui prend une grande inspiration avant de replonger dans l'obscurité. C'était étrange de constater à quel point cette révélation touchait chaque recoin de ma vie. Le dîner refroidissant sur la table, la tasse de café oubliée, le silence des couloirs, tout semblait chargé d'un sens caché. Même le miroir de la chambre reflétait non seulement mon visage, mais aussi les traces invisibles d'une ancienne lassitude, d'une lutte non seulement contre une personne, mais contre un destin qui semblait vouloir me maintenir invisible. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, j'ai appris à lire des signes qui m'avaient jusque-là échappé. Le bruit étouffé d'une porte qui se ferme, la vibration d'un téléphone portable caché dans une poche, le silence calculé de quelqu'un qui dissimulait plus que des mots. Ce n'étaient que de petits fragments, mais ensemble, ils composaient une mélodie amère, une musique que je ne pouvais plus faire semblant de ne pas entendre. Et pourtant, en moi, il y avait aussi une flamme qui persistait. Elle était fragile, presque imperceptible, mais elle était là. Cette flamme me disait que, malgré l'incertitude qui m'entourait, il y avait encore quelque chose à venir. Un gain caché derrière chaque perte, une révélation qui attendait dans l'obscurité. Je ne savais pas si j'aurais la force de m'en sortir, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Le temps semblait suspendu, comme si la vie retenait son souffle avec moi. Je savais que la prochaine découverte ne serait pas un simple détail, mais quelque chose capable de transformer complètement le cours de mon histoire. Et j'avais l'impression de me tenir devant une porte close, la clé déjà en main, mais sans le courage de la tourner. À chaque nouveau détail que je recueillais, c'était comme si un tableau silencieux prenait forme sous mes yeux. Les fragments ne me montraient pas seulement la trahison, mais en révélaient aussi l'ampleur, les ondes qui traversaient ma vie comme celles d'une pierre jetée dans un étang. Soudain, des gestes apparemment banals prenaient un poids nouveau. Les retards incessants, les rendez-vous mystérieux, les regards fuyants en public. Chacun de ces moments s'inscrivait désormais dans un schéma, une chorégraphie répétée que je pouvais enfin saisir. Ce processus m'a fait comprendre que rien n'est neutre. Toute action entraîne une réaction, même si elle prend du temps à se manifester. Je commençais à mesurer non seulement ce qu'il faisait, mais aussi ce qu'il ne faisait pas. C'était comme observer une plante. Ce qui pousse à la surface n'existe que parce que quelque chose est cultivé discrètement sous terre. Et dans mon cas, les racines étaient artificielles. L'impact de cette découverte ne se limita pas à notre relation. Je ne marchais plus dans la rue de la même façon. Mes pas devinrent plus attentifs, mon écoute plus fine. Même les gens autour de moi semblaient réagir différemment. Je remarquais des regards que j'ignorais auparavant, des silences qui me semblaient désormais une confirmation. Le monde n'avait pas changé, c'était moi qui commençais à voir les choses différemment. Dans ce basculement entre effort et retour, j'ai réalisé que mes choix ne pouvaient plus être naïfs. Chaque observation que je gardais était un test, et chaque indice confirmait un résultat qui me poussait à aller de l'avant, aussi douloureux fut-il. Le plus curieux, c'est que plus je voyais, plus grandissait le sentiment que la vérité n'était pas seulement la mienne. Elle avait des implications plus vastes, comme si un seul fil pouvait démêler tout un réseau de secrets soigneusement tissés. Et peut-être l'avez-vous ressenti aussi, cet étrange mélange de peur et de lucidité lorsque vous réalisez que votre vie est sur le point de basculer. Si, sur ce chemin, quoi que ce soit réveille en vous des souvenirs ou des réflexions, n'hésitez pas à les consigner ici, car partager est aussi un moyen de se libérer du poids que nous portons en silence. Je savais cependant que je n'avais pas encore atteint la limite. Ce que j'avais entre les mains n'était que la surface, et bientôt, plus profondément que je ne l'imaginais, quelque chose allait émerger, capable de tout bouleverser. Au fil du temps, j'ai compris que ces découvertes ne changeaient pas seulement ma vision de lui, mais aussi de moi-même. C'était comme si, après des années passées à me regarder dans un miroir embué, quelqu'un l'avait soudain effacé, révélant une image plus claire, mais plus difficile à affronter. Chaque indice confirmé, chaque détail révélé, était un rayon de lumière perçant l'obscurité. Mais cette clarté s'accompagnait aussi de douleur, du défi d'accepter que ce que je croyais être de l'amour n'était peut-être qu'une illusion soigneusement construite. J'ai commencé à remarquer comment ce poids s'infiltrait dans les petites choses. Le café refroidi sans même qu'il apparaisse. L'assiette laissée sur la table. Le lit défait qui, au lieu de partager l'intimité, devenait témoin des absences. Ces objets simples, qui auraient dû exprimer routine et réconfort, sont devenus des preuves silencieuses, me rappelant que chacun de ces gestes recelait une dimension cachée que je ne comprenais pas encore pleinement.
Et pourtant, une force inattendue m'envahissait. Comme si la douleur, au lieu de simplement me briser, me modelait en une autre forme, plus ferme et plus consciente. C'était contradictoire, d'un côté, la clarté libératrice, de l'autre, l'incertitude qui m'enveloppait comme un brouillard. Progrès et obstacles allaient de pair, et il me fallait apprendre à naviguer sur ce chemin étroit, où chaque pas pouvait être à la fois un progrès et un trébuchement. Le contraste s'intensifiait dans chaque détail. Dans les rares moments où il manifestait de l'inquiétude, je ne voyais plus de tendresse, mais de la réflexion. Dans les silences, il n'y avait plus seulement de la distance, mais un vide trop lourd pour être désinvolte. C'était comme si chacun de ces gestes était un masque, et j'en voyais les fissures. Ce sentiment de clarté partielle, d'être au cœur d'une révélation plus profonde, me submergeait comme un souffle constant sur la nuque. Je savais que j'étais sur le point d'accomplir quelque chose de décisif, quelque chose qui non seulement confirmerait mes soupçons, mais changerait aussi à jamais ma vision du monde. Et pourtant, la peur planait, la peur que la vérité, lorsqu'elle éclaterait dans toute sa splendeur, soit encore plus dévastatrice que je n'étais prêt à le supporter. Chaque jour qui passait me donnait l'impression de vivre dans une maison qui ne m'appartenait plus. Les murs gardaient le souvenir d'un amour que je croyais solide, mais qui ne résonnait plus que du vide des promesses non tenues. C'était étrange. La même pièce où nous avions tant ri semblait maintenant froide, comme si les fenêtres ne laissaient plus passer la lumière. La lumière était vive à l'extérieur, mais en moi planait l'ombre d'une vérité qui approchait lentement, d'une clarté insoutenable. Cette transition m'a placé devant un dilemme intime. Faire confiance aux fragments que j'avais rassemblés ou en douter, de peur de briser mon cœur à jamais. Mon esprit cherchait refuge dans le doute, mais mon corps répondait à la vérité en silence. Mon estomac se noua lorsqu'il arriva trop tard. Mon cœur s'emballa lorsque son téléphone vibra au milieu de la nuit. C'était comme si mon propre corps hurlait ce que ma bouche n'avait pas encore osé dire. Et en même temps, il y avait des moments où les souvenirs de gestes passés me revenaient comme des éclairs. Un sourire inattendu, une étreinte forte, une nuit de complicité. Ces éclairs, comme de brèves lueurs dans l'obscurité, s'estompaient vite, rendant encore plus évident le contraste entre ce qui avait été et ce qui était maintenant révélé. La confiance que j'avais cultivée pendant des années s'était transformée en un champ dévasté, jonché de cicatrices profondes et indélébiles. J'ai aussi réalisé que la transformation n'était pas seulement intérieure. Le monde autour de moi semblait réagir. Les regards des voisins, l'attitude des amis, même le silence des membres de ma famille portaient des indices que quelque chose n'allait pas. C'était comme si tout le monde avait remarqué les fissures avant moi, mais que personne n'avait osé les nommer. Ce sentiment m'étouffait. Être au cœur d'une histoire que tout le monde semblait pressentir, mais que moi seul ressentais avec une intensité déchirante. Les progrès de ma lucidité s'accompagnaient toujours d'un défi toujours plus grand. Chaque révélation me rapprochait d'une réponse, mais creusait aussi l'abîme devant moi. Et au fond de moi, je savais que la prochaine révélation n'arriverait pas comme un détail discret, mais comme un coup dévastateur, prêt à déchirer le voile qui me permettait encore de respirer. La révélation finale ne s'est pas produite comme un coup de tonnerre, mais comme une lame silencieuse transperçant l'air. C'était la confirmation de tout ce que je craignais, mais aussi le signe d'une transformation inévitable. Soudain, ce qui m'avait semblé être un fragment disjoint s'est transformé en une image claire, et la douleur de voir la vérité s'est accompagnée d'un sentiment inattendu de liberté. Je n'étais plus prisonnier de la tromperie, plus l'ombre de qui que ce soit. Je me tenais devant les ruines, mais toujours debout. C'était comme parcourir un couloir sombre pendant des mois et enfin pousser une porte qui s'ouvrait sur un champ lumineux. La lumière n'effaçait pas les traces de l'obscurité, mais elle me montrait que je pouvais avancer sans craindre de tomber dans l'invisible. Et au cours de ce voyage, j'ai compris que chaque larme versée était aussi une graine, car de la douleur a germé une force que je n'aurais jamais découverte sans ce chemin. Les contrastes se sont révélés avec acuité. Le défi de porter le poids s'est transformé en conquête intime. Le silence précédent s'est mué en une voix ferme, l'incertitude a cédé la place à la décision. Ce n'était pas une victoire éclatante, il n'y avait pas de public pour applaudir. Mais en moi, une force si intense résonnait qu'elle se passait de témoin. C'est là la véritable victoire, lorsque nous comprenons que nous n'avons plus rien à prouver à ceux qui ont tenté de nous rabaisser. Et c'est peut-être pour cela que partager ce cheminement est si précieux. Car chaque regard qui accompagne ces mots n'est pas seulement spectateur, mais partie intégrante d'un espace où les histoires s'entremêlent et où les cicatrices se reconnaissent. Si vous avez ressenti cette transformation en vous, laissez un signe de soutien silencieux. Aimez, commentez, abonnez-vous. Non pas par obligation, mais comme un geste d'appartenance à une vérité qui peut aussi être la vôtre.
Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois non seulement la douleur de la trahison, mais aussi la grandeur d'avoir traversé le feu sans me laisser consumer. La vie m'a appris que la gentillesse n'est pas synonyme de faiblesse, et que le silence n'est pas synonyme de soumission. Je porte en moi la certitude que ceux qui tentent d'éteindre notre lumière finissent par révéler encore davantage la luminosité que nous refusons de maintenir. Et c'est dans cette luminosité, reconstruite à partir des cendres, que je trouve ma plus grande victoire.